Un accord sur la commercialisation de l'anacarde signé entre le Burkina Faso et l'ONG néerlandaise SNV, et c'est toute la filière qui est soulagée. Les transformateurs de la noix de cajou encore plus, eux qui ont difficilement accès à la matière première. Les détails dans ce journal. Et puis la Corée du Nord qui fait un pas vers la normalisation des relations et la non-prolifération nucléaire. Le leader de Pyongyang rassure que son pays ne fera usage de l'arme nucléaire qu'en cas d'agression. Ce sont les titres qui seront développés pour vous dans cette édition de l'actualité. Bonjour à tous et bienvenue au 13h15 de la télévision du Burkina. Un excellent appétit à vous qui êtes à table. À Bobo Dioulasso, les transformateurs de la noix de cajou poussent un ouf de soulagement. Et pour cause, le ministère en charge du commerce et l'ONG néerlandaise SNV viennent de trouver un terrain d'entente pour faciliter l'accès à la matière première. Un protocole d'accord sur la commercialisation de l'anacarde a été signé par les deux parties et qui inclut tous les maillons de la filière. Karim Ilboudo Hahadi Sandamba nous donne des précisions. Avec ces signatures, les différents maillons de l'interprofession anacarde accordent leur violon pour la protection et surtout la survie de la filière. Et c'est l'aboutissement d'un processus entamé il y a quelques mois de cela. On a notre volonté politique. Nous tenons à ce qu'il y ait de la transformation d'abord avant qu'il y ait de l'export. Il s'agit là d'un protocole où les producteurs acceptent céder la noix brute de cajou à 600 francs le kilogramme au profit des commerçants qui, à leur tour, ont pris l'engagement de revendre le même produit aux transformateurs à raison de 650 francs le kilogramme avant toute exportation. La production du Burkina aujourd'hui, c'est 85 000 tonnes. Et les transformateurs ne demandent que 15 000 tonnes. Dieu merci, ils ont eu déjà une quantité. Donc je pense que ce qui reste à les fournir n'est pas assez important et nous allons travailler main dans la main pour pouvoir combler le vide. Que des commerçants s'engagent à nous faciliter l'approvisionnement en noix, c'est également s'engager à faire en sorte que les unités de transformation travaillent. La concrétisation de cet acte a été rendue possible grâce au ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat avec l'appui de l'ONG néerlandaise, la SNV. Et à cette séance de signature, les producteurs, les commerçants ou exportateurs, les transformateurs de la noix de cajou ainsi que le ministère en charge du commerce ont pris chacun de son côté l'engagement d'œuvrer à l'application et surtout au respect du dit protocole. Un mot sur la vie de nos syndicats. À présent, le Bureau national et les délégués des régions et des sections du syndicat national des enseignants africains du Burkina se sont réunis à Ouagadougou pour leur conseil national. Une réunion pour le bilan des activités et l'actualisation de la plateforme revendicative du CNEAB. Les travaux ont abouti à des résolutions et recommandations pour de meilleurs résultats dans les luttes du syndicat. Des précisions avec Souleymane Sanou et Oumou Sissé. C'est un congrès ordinaire avec un double objectif: faire le bilan des activités de l'année 2015 et actualiser la plateforme revendicative du CNEAB, le syndicat national des enseignants africains du Burkina. En 48 heures, ces délégués venus des régions et des sections ont examiné au cas par cas les préoccupations du moment de leur structure. En 2015, avec les autorités de la transition, notre bureau national a conduit une plateforme revendicative qui, après 4 rounds de négociations, a abouti à des conclusions partagées. Il y a un certain nombre de points qui ont été pour nous des points d'accord, des points qui ont été partiellement acceptés et des points qui n'ont pas connu d'évolution. Et donc notre première revendication, c'est de demander aux nouvelles autorités, au nom de la continuité de l'État, de mettre en œuvre les points d'accord issus de ces négociations. Au cours de ce Conseil national, le CNEAB recommande également la suspension de la journée continue dans les secteurs de l'éducation en attendant les conditions optimales de sa mise en œuvre et le respect strict des cahiers de charges quant à l'ouverture des écoles privées d'enseignement. Face à la montée de l'incivisme dans les écoles,
Le CNEAB exige des actions fortes pour venir à bout de ce phénomène. Et le nouveau statut général de la fonction publique qui se retrouve au centre d'une conférence publique organisée par l'Association des gestionnaires des ressources humaines de l'administration publique. Les débats devaient permettre donc aux membres de l'association de mieux cerner les implications de la loi 081. Nous suivons Nongba Kouda et Yolande Lompo. Des gestionnaires des ressources humaines à l'école du nouveau statut général de la fonction publique. La fonction publique s'identifie aux ressources humaines et à cette conférence publique, les statuts généraux de la fonction publique depuis 1957 jusqu'au 31 décembre 2015 vont être passés en revue. En cela, peut-être une chose qu'il est ici de relever, c'est que c'est la loi 13 qui a mis en place, qui a donné naissance à la gestion des ressources humaines au Burkina Faso. Avant ça, on procédait à une simple gestion du personnel. Mais cette loi a montré ses limites. La nouvelle loi, certes, innove en pas mal d'aspects. Entrée en vigueur le 1er janvier 2016, la loi 081 qui comporte 213 articles sera au cœur des échanges. Est-ce que cette nouvelle loi innove en des aspects de gestion des ressources humaines? Voilà. Qu'est-ce que l'agent public gagne concrètement avec le passage à cette nouvelle loi? Le gestionnaire des ressources humaines, quelle analyse technique, scientifique, il peut faire de cette loi afin de pouvoir, je dirais, mettre de la plus-value dans son travail? Initiée par l'Association professionnelle des gestionnaires des ressources humaines de l'administration publique burkinabé, cette conférence publique va également leur permettre d'échanger sur les implications de la dite loi. En santé, le village de Palboa, dans la commune rurale de Logobou, dispose désormais d'un centre de santé et de promotion sociale, fruit de la coopération entre le Burkina Faso et la République de Chine-Taïwan. L'infrastructure sanitaire entièrement équipée a coûté 150 millions de francs CFA, financée par la Chine-Taïwan. Suivons l'inauguration du CSPS avec Roger Bambara, Albert Sankara et Mahamadi Ouedraogo. Les populations de Palboa, village situé dans la commune de Logobou, peuvent désormais bénéficier de soins sur place. Fini donc les longues distances, surtout avec des routes difficilement praticables. Elles sont bénéficiaires d'un centre de santé et de promotion sociale, CSPS, entièrement équipé avec 2 logements. Cette infrastructure estimée à près de 150 millions de francs CFA est l'œuvre de la Chine-Taïwan. On est très content, encore une fois, on peut accompagner le ministère de la Santé de donner ce CSPS à la population de Palboa, parce que je crois que la population a besoin de ça. Selon le ministre de la Santé, ce centre sanitaire s'inscrit dans la politique du gouvernement qui est de réduire les distances entre les populations et les services de santé. Nous avons constaté que pour que ces populations-là puissent avoir accès à une formation sanitaire, il leur fallait parcourir plus de 10 km, sinon 20 km. Et là, nous venons d'avoir un centre de santé qui va s'occuper de ces 6000 âmes vivantes ici sur place, ce qui vient renforcer la politique au niveau gouvernemental qui consiste à faire en sorte que nous développons une politique pour que les gens tombent moins malades et quand ils tombent malades, qu'ils puissent être rapidement pris en charge afin d'éviter les complications qui se terminent souvent par des décès. Les premières autorités sanitaires ont demandé aux populations de prendre soin de l'infrastructure et surtout d'adopter les agents de santé qui y travaillent comme leurs propres enfants. Une caravane Ebola pour sensibiliser les populations sur la maladie. Elle a sillonné les régions du sud-ouest et des Cascades du 25 au 30 avril dernier. La caravane initiée par le ministère de la Santé à travers la direction de la promotion de la santé a pour objectif de contribuer à la promotion de bons comportements pour éviter la maladie à virus Ebola. Et c'est par le sud-ouest que la tournée a débuté. Nous suivons une synthèse avec Mokta Ouedraogo et Nathalie Savadogo Nabaloum. Nous sommes à Amélé, frontière Burkina-Ghana. Ici, il n'y a pas de dispositif de surveillance de la maladie à virus Ebola. Et pour cause... Aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un. Alors, il n'y a pas eu quelqu'un depuis lundi.
n'y a pas eu quelqu'un à la frontière. Pourquoi cela? Donc, parce qu'il y a le manque de personnel qui est là. L'ICP n'est pas là et nous sommes 2. La population a-t-elle connaissance de la maladie à virus Ebola? Oui, dans le village ici en tout cas. Les gens savent ce que c'est que la maladie. Si on leur demande qu'est-ce que Ebola, ils savent. Comment faire pour prévenir, ils savent. Sur le terrain, la réalité est tout autre. J'ai compris, on est en train de dire que Ebola, mais je ne connais pas Ebola, c'est quoi ça? C'est quelle maladie? Je ne sais pas. Oui, c'est ça seulement que j'ai en train de comprendre. Il faut se laver 3 fois les mains avant de manger. Laver aussi les assiettes avec du savon. C'est la poussière et les mouches qui transmettent la maladie à virus Ebola. La région du Sud-Ouest est l'une des régions qui a bénéficié de l'accompagnement du ministère de la Santé et de ses partenaires comme l'UNICEF dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. Il y a donc une série d'activités, dont la mobilisation sociale, le plaidoyer, la communication de proximité pour les changements de comportement, avec la réalisation d'émissions sur toutes les radios concernées. La caravane de sensibilisation contre la maladie à virus Ebola s'est rendue à Batié dans la province du Noubiel, une province qui fait frontière avec le Ghana et la Côte d'Ivoire. Un certain nombre de mesures ont été entreprises au niveau des différents districts, dont le district de Batié, qui sont entre autres le renforcement donc, de la surveillance épidémiologique et le renforcement des capacités des agents de santé à travers les formations continues. Il y a eu également donc, la sensibilisation de la population. Pour le gouverneur de la région, au regard de la porosité des frontières, un certain nombre de facteurs à risque existent. Il faut avouer que c'est une frontière très poreuse. Des deux côtés, des populations peuvent rentrer et sortir comme elles veulent. Alors nous allons dire que nous avons mis un dispositif sécuritaire du point de vue de la sécurité sanitaire, mais dans la réalité, les populations sont interpénétrées. À cela s'ajoute le manque de matériel pour bien mener les activités. L'appui sur la FDC, sur des recyclages, notamment au niveau des animateurs, parce qu'il y en a qui n'ont jamais bénéficié. Je disais tantôt, c'est moi-même, avec ma petite connaissance, que les ai formés. Et de 2, les moyens de déplacement pour eux. Mais ne serait que des vélos. Dans l'ensemble, les actions entreprises par les acteurs ont permis aux populations d'avoir une meilleure connaissance de la maladie. Mais au regard de l'évolution de l'épidémie, des efforts de sensibilisation restent encore à faire, toutes choses qui nécessitent également la mobilisation de ressources financières. Autre point de l'actualité, 4 frères des écoles chrétiennes ont célébré hier à l'église Saint-Paul de Guilongou leur jubilé d'or. 50 ans durant lesquels ces frères lassaliens ont inculqué le savoir à des milliers d'enfants burkinabés et ont servi Dieu avec dévouement. L'archevêque émérite de Ouagadougou, Monseigneur Jean-Marie Untani Compaoré, a présidé la célébration eucharistique en présence de Adama Guiti et Godefroy Bazier. Célébration aux allus de cour magistrale et pour cause, 4 frères lassaliens fêtaient leur jubilé d'or. Frère Gabriel Zabrangba, Luis Alvarez, Paul Caboré et Raoul de Anton ont dispensé pendant 50 ans le savoir dans des écoles chrétiennes à des enfants burkinabés. Aujourd'hui, vraiment, c'est une joie de voir ceux qui exercent des professions et qui vraiment sont enviés par le monde. Nous nous disons qu'ici, nous avons réussi. Fierté de voir les fruits de cette décennie d'abnégation au service de Dieu et de l'homme, mais peinée par l'actualité de l'école burkinabé. J'ai suivi pas à pas tous les progrès du Burkina. C'est bien au niveau des infrastructures, tout ça. Maintenant, il faut veiller un peu plus peut-être à la discipline,
à la conscience professionnelle, ce que nous voulons inculquer à nos élèves. Bref, la cérémonie d'action de grâce a permis une nouvelle fois de rappeler la place des frères dans l'Église catholique. Quand on dit frère, on voit d'abord un service, un ministère qui est attaché à répondre à un besoin humain précis. Dieu n'est pas insensible à ce qui arrive dans les sociétés. Il suscite des hommes qui créent des groupes, des sociétés, des associations pour répondre à ces besoins. La célébration du Jubilé d'or des frères des écoles chrétiennes est une sorte d'invite à continuer l'apostolat pour que la flamme de la foi ne s'éteigne jamais. À Bobo Dioulasso, un autre éminent homme religieux était à l'honneur. La deuxième édition de la Nuit nationale Anselme Titia Massanou était marquée du sceau des relations d'alliance et de la parenté à plaisanterie. L'événement créé par de jeunes humanistes rend hommage à un défenseur des valeurs africaines, Karim Ilboudou Hadi Sandamba. L'hymne de la victoire pour donner le ton de la nuit de l'archevêque émérite Anselme Titia Massanou. Sur l'initiative du mouvement des jeunes humanistes de Bobo Dioulasso, la nuit dédiée à l'archevêque Anselme Titia Massanou est une reconnaissance aux efforts consentis par l'homme au maintien et à la promotion des traditions africaines. C'est le premier qui a écrit sur les relations d'alliance et la parenté à plaisanterie dans tous les pays francophones du monde. Monsieur Anselme Titia Massanou se bat beaucoup pour la culture du Burkina Faso, pour la culture africaine. L'humour, le sketch, le ballet et le playback ont égayé le public au cours de la soirée. Pour les parrains de l'événement, l'initiative est à saluer. Quand une idée est bonne, tout le monde s'en approprie. Et quand une idée est mauvaise, eh bien on oublie même qui était le géniteur de cette idée. La parenté à plaisanterie est le ciment de la cohésion nationale burkinabé, mais aussi dans beaucoup de pays d'Afrique. Et comme vous le savez, dans les pays où il n'y a pas de parenté à plaisanterie, eh bien souvent il y a des crises extrêmement dures. Des attestations de reconnaissance ont été attribuées à des personnes pour leur soutien multiforme à l'événement depuis sa première édition en 2014. Le mouvement des jeunes humanistes ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il entend faire de la nuit Anselme Titia Massanou une tradition annuelle. Et parlant de culture, Mounian Ndiaye, comédienne, remporte le Sotigui d'or 2016. La cérémonie de distinction des meilleurs comédiens africains s'est déroulée hier soir à Ouagadougou. C'est un cadre annuel qui vise à récompenser les acteurs du cinéma africain et à rendre hommage à Sotigui Kouyaté. La Nuit des Sotigui est une initiative de EM Communication avec le soutien du FESPACO. Koala Nebié, Bouma Ernest Nebié. Une joie immense pour la comédienne Mouna Ndiaye qui remporte le Sotigui d'or 2016 pour son rôle joué dans le film L'œil du cyclone. Je suis très émue et très heureuse d'avoir remporté ce trophée. Je pense que nous sommes des acteurs dans le développement et dans tous les secteurs au niveau d'un pays. Ce cadre de récompense des comédiens africains et de la diaspora est dénommé Nuit des Sotigui pour rendre, selon les organisateurs, un vibrant hommage à Sotigui Kouyaté, un grand comédien du cinéma africain décédé en avril 2010. Plusieurs autres prix ont aussi été décernés. Le trophée du meilleur acteur et celui de la meilleure actrice burkinabé ont été décernés respectivement à Rasmani Ouedraogo d'Irazo et à Delphine Ouattara d'Imamouta. Le Sotigui du public est allé à Augusta Palinfo, tandis que celui du meilleur acteur de l'Afrique de l'Ouest a été remporté par Michel Gou de la Côte d'Ivoire. Le Sotigui aujourd'hui, c'est pour redorer le blason des comédiens. Pour qu'aujourd'hui, le comédien du cinéma ne soit pas vraiment oublié. Il n'est pas normal que des acteurs brillent un jour et plus tard meurent dans l'indifférence et souvent dans la misère. C'est une réflexion qui nous engage et qui nécessite solution. Des Sotigui d'honneur au ministre en charge de la culture et à son homologue du Mali, ainsi que des trophées à titre posthume, ont été également remis au cours de cette première édition de la Nuit des Sotigui.
Nous allons à l'Aïe pour la 3e édition du festival Kierba. Le rendez-vous culturel accueille des troupes traditionnelles de la localité pour servir musique et danse du terroir à satiété. Les mets traditionnels étaient aussi de la partie, tout cela précieusement conservé pour la jeune génération. Koale Nebié et Bouma Ernest Nebié. Cette danse, exécutée ici par la troupe de filles de l'école Adelaï, s'appelle la danse Kierba, une danse traditionnelle de la localité que l'association Bawitaba veut promouvoir à travers un festival qui porte le nom de la danse, le festival Kierba. On a vu que depuis un certain temps, le Kierba, on ne le voit plus. Donc on a pris vraiment l'engagement de vraiment le faire vivre Kierba. Donc au début, on a fait le tour, on a essayé vraiment de réorganiser les femmes pour qu'ils puissent vraiment pratiquer Kierba. Et aujourd'hui, Dieu merci, on a pu vraiment faire quelque chose. La danse Kierba n'est pas la seule à être valorisée par le festival. Plusieurs autres, comme le Warba et le Wiri, sont aussi concernés. La promotion des contes et légendes ainsi que la valorisation des mets traditionnels sont aussi des objectifs visés par le festival Kierba. Ces types d'activités font la promotion de la culture et la sauvegarde de la culture. Nous avons estimé qu'il est de notre devoir de les accompagner, de les soutenir. 20 troupes de danse traditionnelle prennent part à cette 3e édition et les meilleurs seront récompensés à l'issue du festival. Et nous abordons l'actualité internationale avec cette main tendue de la Corée du Nord à la communauté internationale. Pyongyang promet remplir ses engagements de non-prolifération nucléaire et fait un pas vers la normalisation des relations. Kim Jong-un rassure que son pays ne fera usage des armes nucléaires qu'en cas d'agression. Une salle comble pour le congrès exceptionnel du parti unique nord-coréen et un seul orateur, Kim Jong-un. Il a été beaucoup question du nucléaire et le maître de Pyongyang semble avoir cherché à rassurer la communauté internationale, lui qui s'était félicité vendredi à l'ouverture du congrès d'un premier test réussi d'une bombe H en janvier dernier. Cette fois, Kim Jong-un promet que son pays, je cite, remplira fidèlement ses engagements de non-prolifération et fera pression pour une dénucléarisation mondiale. Si la Corée du Nord ne subit pas d'attaque nucléaire, alors Pyongyang n'utilisera pas l'arme atomique, a-t-il affirmé. Le jeune leader souhaite également améliorer et normaliser les relations avec les nations qui ont pu être hostiles, comprenez Séoul ou Washington, une main tendue sans précédent. Rien ne dit néanmoins à ce stade que la Corée du Nord serait prête, en échange de négociations, à renoncer à ses programmes nucléaires interdits. Inquiétude grandissante au Canada où les feux de Fort McMurray ont doublé de taille et deviennent incontrôlables. Plus d'1 millier de pompiers combattent 45 foyers de feu différents. Les autorités pensent qu'il y a de fortes probabilités que les flammes s'étendent au-delà des frontières et pourraient durer des mois encore. Ce sont des quartiers tout entiers qui sont dévorés par les feux. Au Canada, des températures approchant les 30 degrés et le vent favorise la progression du gigantesque incendie qui ravage la région de Fort McMurray, alors que le transfert des personnes évacuées du nord vers le sud de la ville se poursuit. Des quartiers à l'ouest et au sud-ouest de cette ville pétrolière sont entièrement dévastés. Les autorités estiment que sans précipitations conséquentes, l'incendie pourrait encore durer des mois. Nous nous attendons à ce que le feu s'étende encore vers le secteur nord-est et rejoigne cet autre foyer, explique ce porte-parole chargé de la prévention incendie. Nous pensons qu'il y a de fortes probabilités que le feu s'étende au-delà de la frontière avec le Saskatchewan avant ce soir. Nous attendons une recrudescence du feu durant toute la journée et il continue de s'éloigner de la ville, mais cela va être encore une journée éprouvante pour les pompiers. Les groupes pétroliers ont cessé une partie de leurs activités, réduisant d'un quart la production quotidienne du Canada. Bien sûr, ce feu affecte le secteur de l'énergie dans la région, admet la première ministre de l'Alberta. Hier, l'entreprise Suncor a commencé une évacuation préventive de son personnel non essentiel de son site, ainsi que d'une base de vie qui pourrait être menacée par les flammes aujourd'hui.
Plus de 1100 pompiers combattent 45 feux à travers la province de l'Alberta, dont 6 sont totalement hors de contrôle. En moins de 24 heures, 55 km² de plus ont flambé. Au total, la surface incendiée équivaut à 15 fois la superficie de Paris. Voilà, c'est tout pour l'information de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée dominicale et une très bonne reprise de travail pour demain.